Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous savez que tous les lundis soirs, le sport prend ses quartiers sur NCI. Et pendant 1 heure, nous allons passer en revue les gros sujets de la semaine. Alors, on vous emmènera en immersion dans ce gros choc de Ligue 2 entre Isca et l'Africa Sport. Et puis un entretien avec le président de la commission des arbitres qui a répondu à toutes nos questions. Eh bien, voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Tout de suite, le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Ce lundi dans NCI Sport, les arbitres ivoiriens au centre de toutes les critiques. En exclusivité, Bonaventure Kalou, le président de la commission centrale des arbitres, répond aux critiques. Nouveau président du conseil d'administration du club Omnisport de Korogo, Malick Toé nourrit de grandes ambitions. Duel pour la montée en Ligue 1 entre Isca et l'Africa Sport. NCI Sport vous plonge dans les coulisses de ce choc de la Ligue 2. Légende du basketball ivoirien, Stéphane Konaté entame une nouvelle vie dans la balle au panier. Les détails de sa reconversion dans cette émission. Et voilà encore un beau programme, je vais y arriver, un beau programme pour vous accompagner pendant 1 heure. Et des consultants, qui ne sont absolument plus à présenter, tellement vous les aimez. Bonsoir Babou Eric. Salut Tia. Comment vous allez? Super bien. Et bonsoir Nasser Eddy. Salut Tia. Ça va bien? Oui, ça Alors, va je sais que quand on parle de l'Africa, vous êtes toujours le premier. Vous êtes tellement volontaire pour parler de l'Africa. Voilà. Et bien donc, vous aurez beaucoup de choses à dire ce soir. Allez, premier sujet de la soirée. On va parler du CO Korogo. Malick Toé, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, a désormais une nouvelle casquette, celle du président du club Omnisport de Korogo. Comment est-il arrivé à la tête de cette formation? Ses ambitions, Eliane Tapé, Hervé Kiessé et Marco Seri nous les relatent. Samedi 12 août 2023. Après une trentaine d'années à la tête du club Omnisport de Korogo, Bakary Ouattara annonce officiellement son départ de la tête de la formation du Poro. Chers membres actifs, permettez-moi de vous surprendre qu'après 36 ans de présidence à la tête de notre club fétiche de COK, j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à ma famille, à mes enfants et petits-enfants, en laissant la gérance du club avec l'accord des membres fondateurs à de nouvelles personnes mieux indiquées. 8 mois après, on connaît son successeur. Il s'agit de Malick Toé. Jusque-là, dans l'ombre du club, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football succède officiellement à Bakary Ouattara à la tête du conseil d'administration du COK. Malick Toé peut-il insuffler une ère nouvelle au club du Nord ? Samedi 13 avril, comme un jour ordinaire, le soleil se lève sur Abidjan. Mais pas pour le club créé en 1986. En effet, ce jour marque pour le club Omnisport de Korogo l'ouverture d'une nouvelle page de son histoire. Après 37 ans de présidence, Bakary Ouattara passe la main à Malick Toé. C'était à la faveur de la 46e Assemblée Générale Extraordinaire de la formation jaune et rouge. Je me suis retiré de la gestion du Korogo parce que depuis un moment, ma santé n'est pas au beau fixe. À chaque match, il faut courir de gauche à droite, chercher les moyens pour aller jouer les matchs. Donc les médecins m'ont demandé, si je vais vivre longtemps, de me mettre à côté. Membre, puis président d'honneur depuis 2011 du club, Malick Toé prend en main la gestion du club. Sa désignation n'est donc pas le fruit du hasard. J'ai été combattu par les cadres de Korogo. Je suis resté sans moyens. Et c'est le seul Malick Toé qui était à côté de moi depuis 2011. Aujourd'hui, il a voulu partir. J'ai réuni mes enfants qui sont membres fondateurs. C'est pour eux le club. Je leur ai dit, acceptez que je donne le club à Malick Toé pour la continuité du club et pour poursuivre mon art. Voilà pourquoi j'ai remis le club à Malick Toé, pour sa fidélité. Ses attentes,
sont également connus. C'est de respecter nos accords et de faire de sorte que le club Unisport de Korogo vive et soit encore à la tête du sport ivoirien et donne le bonheur aux populations sportives de Korogo. C'est fait. Le nouveau boss du club de Korogo accepte sa mission et entend la remplir avec brio. Je suis membre du club Omnisport de Korogo depuis 2011 et président d'honneur depuis 2013. J'ai vécu au quotidien tous les défis de ce club-là. Et aujourd'hui, en 2024, j'ai décidé d'aller plus loin dans mon engagement pour ce club. Non seulement parce que je me dis qu'il fallait pousser ce club plus loin, mais en plus de cela, le président sortant m'a dit « Malik, j'ai un certain âge, j'ai donné plus de 30 ans de ma vie à ce club, je suis fatigué, je te demande aujourd'hui de prendre la succession. » J'ai appelé autour de ce club tous les cadres et personnalités du club pour qu'on fasse l'union sacrée autour du club Omnisport de Korogo pour qu'on ait les lendemains meilleurs. Délocalisé à Abidjan depuis 2002, suite à la crise militaire, l'actuel 9e de la Ligue 1 va regagner sa base lors de la saison prochaine. Pour partir là-bas, il fallait s'assurer d'avoir un terrain d'entraînement. Nous allons avoir un terrain d'entraînement. Il fallait s'assurer d'avoir un stade pour recevoir. Nous avons à minima un stade de haut niveau et de grand standing. Il fallait avoir une cité pour recevoir les joueurs. Nous avons des capacités énormes et il fallait avoir un siège. C'est pratiquement acquis. Donc aujourd'hui, voici toutes les conditions que nous avons alignées pour pouvoir retourner à Korogo. Et si vous avez suivi les informations aujourd'hui au niveau de la fédération, nous avons au-delà de tout ça un car. Donc avec ce car, avec ces infrastructures, nous pourrons recevoir et nous déplacer à travers la Côte d'Ivoire. Donc je réitère ce que je dis à l'Assemblée générale, à partir de la nouvelle saison qui débutera en septembre 2024, nous serons basés à Korogo et nous recevrons nos matchs à Korogo. Avec désormais les pleins pouvoirs pour 4 ans, le président Malik Toé pourra-t-il apporter un nouveau souffle aussi au Korogo? Réponse dans quelques années. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles fonctions pour Malik Toé? Bon, il y a deux aspects. Déjà, le premier, il va s'agir de voir la compatibilité de cette fonction pour Malik Toé avec celle de vice-président de la Fédération ivoirienne de football, parce qu'à mon humble avis, il y a conflit d'intérêts. Et là, il prend carrément le contre-pied de tous ses amis, entre guillemets. Je pense au président du Sporting Club de Gagnoa, qui, quand il a été nommé Youssouf Diabaté, président de la Ligue de football amateur, a démissionné de la tête du club en termes d'éthique. C'est ce qu'il faut. Également, le président Salif Bictogo du Stella Club d'Adjamé, lorsqu'il a été nommé président de la Ligue professionnelle, il a démissionné également de la tête du Stella Club d'Adjamé. Et aujourd'hui, le président Malik Toé prend un peu le contre-pied de tout ça. Donc, je me pose des questions. Après, concernant ces fonctions stricto sensu, il s'agira déjà il y a plusieurs défis à relever pour le club. Le premier, il en a parlé, ça sera celui de la relocalisation à Korogo après 22 ans d'exil, on va le dire, à Abidjan. C'est inconcevable qu'un club de Korogo tienne son assemblée générale à Abidjan, par exemple. Mais bon, il en a aussi beaucoup d'autres au niveau sportif également. D'accord. Éric Babou, oui, pareil, réaction? Oui, déjà, il faut saluer et rendre hommage au président Bakary qui prend sa retraite. Voilà, déjà, il a beaucoup fait pour le football ivoirien. Il a donné beaucoup d'années. Sa santé en a pris un coup. Il faut déjà le saluer, lui rendre hommage. Et puis, effectivement, Nasser l'a dit, il a si bien dit. Je pense qu'il a une double casquette. Le nouveau président Toé, qui fait un peu tâche. Ça gêne un peu. Voilà, être vice-président de la fédération et être président PCA, si je ne me trompe pas, PCA d'un club en première division, je pense que ça fait un peu une double casquette, ça gêne un peu. Il faudra faire un choix, comme l'a fait les différents présidents que tu as cités. Je pense qu'il faudra faire un choix, mais je pense que pour l'éthique, c'est gênant. D'accord, très bien. Allez, sur le terrain, justement, qu'ont fait les joueurs de Korogo? Eh bien, le point de la 23e journée de Ligue 1, c'est maintenant.
Samedi, au stade Auguste Denise, le FC San Pedro a été accroché devant son public par Zomo FC, 2-2 au terme d'un match très disputé. La FA du Plateau a balayé les Sassandra 2-0. De son côté, le FC Mouna a vu sa belle série freinée par le Stella Club, 2-1. Israël Oussou enregistre sa première défaite à la tête de Mouna FC. Après une longue disette, l'AS d'Anguélé d'Odiné renoue avec le succès. Les Odinékas ont terrassé le Racing Club d'Abidjan 3-2. Les choses se gâtent pour Bouaké FC qui fonce vers le purgatoire. Devant son public, l'équipe du centre a sombré face à Sol FC d'Abobo, 4-0. En clôture de cette 23e journée, la SEC Mimosa a défait le Sporting Club de Gagnoa, 2-0. Au classement, cette victoire fait du bien aux Mimos qui montent sur le podium. Avec un match en retard, les hommes de Julien Chevalier sont à 6 longueurs du deuxième, le Racing Club d'Abidjan, et à 8 points du FC San Pedro qui reste leader de la Ligue 1. Au milieu du tableau, on retrouve l'AS d'Anguélé d'Odiné 8e, le IC Okorogo et la FAD Plateau qui fait un pas vers le maintien. Dans la zone rouge, on retrouve le Sporting Club de Gagnoa et Bouaké FC relégable à 7 journées de la fin de la Ligue 1. Voilà, on a vu qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements dans le classement de cette Ligue 1. Quels enseignements est-ce que vous tirez justement de cette 23e journée? Je vois déjà la SEC Mimosa quand même, qui à travers sa victoire se donne un bol d'air et revient à la 3e place sur ce podium-là, place qualificative pour la compétition africaine sous réserve des réformes de la CAF. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et puis la position quand même du Lys Sassandra qui a perdu face à l'AFAD et qui aujourd'hui est en grand danger dans cette Ligue 1-là. Qu'est-ce qui se passe du côté du club du peuple, entre guillemets, qui a pourtant bénéficié d'un soutien populaire et pas que financier aussi de plusieurs structures depuis 2 ans et l'on sait tous ce qui s'est passé. Donc voilà, du côté du président Diamamadou, il va falloir très 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 vite reprendre les choses en main pour repartir de l'avant. Vous êtes aussi inquiet pour le Lys? Oui, beaucoup. Beaucoup pour le Lys Sassandra. Vous avez vu le classement, ils sont à 3 points seulement. 2 points même du premier relégable. Et c'est inquiétant. Une équipe qui était bien partie, Nasser l'a dit, on a dit l'équipe du peuple, l'engouement derrière, les moyens ont quand même suivi, même si ce n'est pas des grands moyens, mais en tout cas, il y a eu des moyens qui ont suivi aussi. Et retrouver le Lys Sassandra dans cette situation, c'est vraiment inquiétant. Je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Les supporters, les sympathisants de ce club, les dirigeants, il faudra se réveiller. Parce que là, ça ne sent pas bon pour Lys Sassandra. Et puis le deuxième fait notable, c'est la SEC. Tu reviens dans la bataille au titre. Oui, il faut le dire. Et là, il y a 3 points aujourd'hui qui séparent la SEC. 6 points du deuxième et un match en retard. Mais on voit un match en moins, ça veut dire que la SEC revient dans la bataille au titre. Et quand on a vu l'écart de points qu'il y avait entre la SEC et les équipes de tête, il y a de quoi s'inquiéter pour notre championnat. Si la SEC termine champion de Côte d'Ivoire, il y a de quoi s'inquiéter. Avec un tel écart de points, revenir et passer devant, il faudra se poser beaucoup de questions par rapport à... C'était pourquoi, mais bon. Mais oui, mais il faut le dire. Mais en tout cas, ce qui est bien, il faut que 37 points, la SEC revienne à la bataille et ça nous donnera une fin de championnat très, très disputée. D'accord, très bien. On va poursuivre avec le Inside de ce soir. NCI Sport était au cœur du choc de la Ligue 2 qui a opposé vendredi Isca à l'Africa Sport. Plongeons-nous au cœur de ce match considéré comme celui de tous les dangers avec Yves Borisvet, Hervé Kiessé et Moon. Deuxième du groupe B avec 34 points, l'équipe de Isca joue ce vendredi l'Africa Sport d'Abidjan dans le choc au sommet de la 17e journée de Ligue 2. NCI Sport rend visite au Blaugrana ivoirien pour voir comment ceci se prépare avant cette rencontre importante de la saison. Let's go! Monsieur, bonsoir à tous. La semaine a été très bien. La semaine a été bien, on a bien bossé, on a mis en place ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, c'est lucidité, c'est concentration, c'est finition, aller chercher les bonnes surfaces de pied.
les bonnes positions, vite se mettre en position de frappe pour frapper, marquer. D'accord, messieurs? Alors, champion, bonsoir. Bonsoir. Comment tu trouves cette dernière séance d'entraînement avant le match face à l'Africa? Je la trouve pareille que les autres séances, seulement qu'il y a un peu plus de concentration vu que demain on avait un match capital. Dans l'animation, ils sont contents, ils sont joyeux. Voilà, ils sont relâchés, sans pression. Voilà, c'était le message pendant toute la semaine. Et même les semaines d'avant, c'était toujours être relâché, avoir l'envie, avoir le plaisir. Eh bien, c'est une équipe détendue, sans pression, mais avec une dose de concentration que nous avons vue à cette dernière séance d'entraînement ici au complexe sportif d'Abobo. Rendez-vous ce vendredi du côté du stade Robert Champrou de Marcory pour le match entre l'Africa Sport et l'équipe de Iska. Bonjour. Salut à tous, c'est vendredi, jour de match entre Iska et la formation de l'Africa Sport d'Abidjan. Présentement, nous sommes à Yopougon, au quartier Trois-Rouges, lieu de mise au vert avant de prendre la direction du stade Robert Champrou de Marcory. Eh bien, on y va. Salut les gars. Salut. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites en ce moment précis? On est en train de jouer au Lido et on prépare mentalement en même temps le match. Et là, je suis en train de les gagner. Depuis la phase aller, où on a bien joué, on a été beau, on a montré de belles choses. Et là aujourd'hui, ça va être quoi, messieurs? Aujourd'hui, c'est concrétiser tout ça. Après les consignes d'usage du coach de Iska, les formations sont sorties pour l'échauffement. Nous, par contre, on fait un tour dans les travées du stade pour voir l'ambiance qui prévaut avant le début de cette rencontre. Pendant la CAN, vous étiez un féticheur et vous avez prédit la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors pour ce match de ce soir, quel est le score? Je ne suis pas dans ma tenue de travail. Mais je vois une victoire de l'Africa. Voilà. Donc on est ensemble les gars. On se voit après. Yes, c'est chaud. Comment on se sent à quelques heures du match entre l'Africa Sport et votre équipe? Personnellement, un peu stressé. Mais bon, on va rester concentré et puis essayer de faire le maximum qu'on peut pour obtenir un bon résultat aujourd'hui. Première période, l'Africa est accrochée par l'équipe de Iska 0-0. Votre analyse? C'est pas ce que j'attends de l'Africa en tant que bon supporter. Mais ils tiennent le coup. Ça veut dire quoi ça, monsieur? Donc toute la semaine on a travaillé pourquoi? On a travaillé pourquoi toute la semaine? Cette action-là, elle ne plaît pas du tout. Je vous le dis tous ici. Cette action-là ne plaît pas. Quelle est la différence pour vous dans cette rencontre en faveur de l'équipe de l'Africa? Moi je pense qu'ici il y a eu l'endurance, il y a eu la volonté. Et puis on a en face une équipe de Iska qui n'est pas une mauvaise équipe, mais qui est une équipe jeune qui a commis quelques erreurs et surtout notamment plusieurs fautes qui méritaient des cartons. Et voilà, ça fait la différence. Comment vous analysez cette défaite? Ça joue sur le mental, voilà. Et puis il faut rester focus, on va rester concentré, il n'y a rien qui est fini. Fin de la rencontre, l'équipe de l'Iska a perdu face à la formation de l'Africa Sport, 1-0. Une défaite certes douloureuse, mais on garde toujours espoir pour une probable montée en première division. Il reste 5 matchs et on va tout faire du côté de Iska pour pouvoir gagner ces matchs et essayer d'accéder à la Ligue 1 la saison prochaine.
Et voyons maintenant ce qui s'est passé lors de cette 17e journée de Ligue 2. Voici les résultats de la 17e journée de la Ligue 2. Dans la poule A, l'Africa Sport a remporté le match sommet face à l'ISCA sur le score de 1-0. Le RFC à Boisseau et l'OFC à Diaké ont coupé la poire en deux, 1-1. Et Amsokro FC renoue avec le succès en battant le Sirocco FC, 3-0. Le SCO Boisflé coule devant Issawasi, 3-0. Dans la poule B, après 3 matchs sans succès, l'Amphira Sport d'Atekoubé retrouve le sourire face à l'Espérance de Boaké, 5-0. L'Olympique Sport d'Abobo assure le service minimum face à Songo FC, 1-0. Le WAC prend des points face à l'ADFCA, 1-0. Les 3 autres rencontres ont été soldées par des matchs nuls. Au classement, l'Africa Sport conforte son fauteuil de leader dans la poule A avec 37 points devant Iska, 34 points et l'USC Bassam, 27 points. Donc Kof FC reste lanterne rouge avec 10 points. Dans la poule B, le temps est beau pour l'Olympique Sport d'Abobo qui reste solide leader avec 35 points, loin devant l'OS Bingerville, 28 points et les FIM. Le CW Sport de San Pedro ferme le classement avec 6 points. Alors messieurs, c'est vrai qu'on a tendance à se poser cette question. Alors certains vont dire, est-ce que c'est pas un peu tôt? Mais bon, après cette victoire face à Iska, que peut craindre l'Africa Sport? Babou Eric. Je pense que la bataille est lancée et la vérité n'est pas encore dite. Parce que les points, il y a encore au moins 15 points à glaner encore jusqu'à la fin de ce championnat. Mais c'est déjà bien pour l'Africa d'avoir pris le quart, battre en plus, on va dire, son poursuivant direct. C'est déjà bien. Mais comme ils le disent eux-mêmes, le mot d'ordre, c'est humilité, détermination. Donc, ils vont rester humbles, mais ils seront déterminés à aller chercher la première division. Et puis quand on voit aujourd'hui ce stade, regarder les images, ça fait plaisir. Il n'y a rien de tel pour des footballeurs jouer dans des gradins remplis comme ça. On sent la ferveur, on sent que le football ivoirien a besoin de retrouver l'Africa Sport. Ces supporters, les membres, c'est comme ça qu'on les appelle, les membres associés mobilisés. Absolument. Voilà, quand ils sont au stade, il y a une ambiance folle. Voilà, et ils sont là, ils sont motivés, ils ont envie de retrouver leur place légitime, la première division. Ouais. Moi, je pense qu'au-delà de l'avantage comptable quand même qu'a pris l'Africa à travers cette victoire, il y a un avantage psychologique aussi qui a été pris, puisqu'il faut rappeler, c'est une victoire face aux concurrents directs avec qui il y aura le coude à coude très certainement, je pense, jusqu'à l'avant-dernière journée au moins parce qu'aucune des deux ne va lâcher. Après, vous avez dit qu'est-ce qu'il faut craindre, qu'est-ce que l'Africa peut craindre. Je pense que c'est de tomber dans une euphorie, alors qu'on en est loin quand même, c'est loin d'être fait quand même cette montée avec cette différence de 3 points alors qu'il y en a 15 comme Eric l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est clair, il faut rester, on va dire, pour l'Africa en tout cas, il faut rester sérieux, concentré et puis gérer la pression parce qu'on se rappelle les années précédentes, c'est dans justement le sprint final là que l'Africa a lâché. Il faudra rester concentré parce que rien n'est encore fait. Absolument. Allez, on va marquer une petite pause. Juste après la pub, nous vous proposerons un entretien avec le président de la commission centrale des arbitres, monsieur Bonaventure Kalou, et puis un super doc sur Stéphane Konaté, vous savez, l'ancien capitaine des éléphants basketteurs, qui a effectué une très très belle reconversion. On vous dit tout, alors restez branchés avec nous. Et c'est la deuxième partie de ce numéro de NCI Sport. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30. Allez, autre gros dossier de la semaine, vous savez, celui des arbitres ivoiriens qui sont sous le feu des critiques depuis quelques semaines. Face à la situation, le président de la commission centrale des arbitres, Bonaventure Kalou, a décidé de réagir et il a accordé un entretien exclusif à Yves Borisvet, Armel Yao et Hervé Kessé. Marco Seri a assuré le montage. Depuis quelque temps, l'arbitrage ivoirien est fortement décrié. Pour NCI Sport, le président de la commission centrale des arbitres de Côte d'Ivoire, Bonaventure Kalou, répond à toutes les critiques. C'est l'invité
de l'entretien. Bonaventure Kalou, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, ça va. Ancien international, vous êtes aujourd'hui président de la Commission centrale des arbitres de Côte d'Ivoire. Le public sportif s'en est un peu étonné de vous voir à cette place. Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé à la tête de cette corporation? Ce qu'il faut déjà expliquer aux gens, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un passé d'arbitre pour diriger cette commission-là. Le président a fait le tour de ses hommes. Il s'est dit que j'étais celui qui était à même de pouvoir diriger cette commission-là. Parce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts, je ne suis pas président de club, donc voilà, ça s'est fait simplement, hein, par un coup de fil. Il m'a proposé d'être président de la commission des arbitres, ce que j'ai accepté. Certains observateurs estiment que votre nomination à ce poste sonne comme une récompense de campagne de la part du président Idriss Diallo. Que leur répondez-vous? Récompense, non. Je ne suis pas là parce que le président aime ma tête. Si demain il y a des insuffisances ou il n'est pas satisfait, il aura le loisir de mettre quelqu'un d'autre. Samedi 13 avril 2024, lors du 16e de finale de la Coupe nationale entre l'Africa et le Stade d'Abidjan, il y a eu un incident. On a vu sur des vidéos amateurs l'arbitre central du match Africa Sport Stade d'Abidjan, Natacha Konan, a cédé une paire de gifles au défenseur aiglon, Clément Kanouté, après avoir brandi un carton rouge contre lui. Quelle a été votre première réaction quand vous avez vu ces images? Le dossier se trouve entre les mains de la commission de discipline. J'attends les résultats parce qu'il y a plusieurs versions. L'arbitre a été entendu, je pense que le joueur aussi, par la commission de discipline. Et en fonction de ce qui sortira des résultats de cette enquête-là, on avisera. Mais on ne va pas prendre une décision parce qu'il y a une clameur populaire, parce que tel ou tel s'insurge. Le rôle d'un responsable, c'est d'avoir les tenants et les aboutissants avant de se prononcer. Que risque l'arbitre Natacha Konan? Rien n'est encore dit, donc comme je l'ai dit, on avisera en ce moment-là. Le 11 avril dernier, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a procédé à un réaménagement technique de la Commission centrale des arbitres de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique ce réaménagement? Moi, en tant que président, j'ai fait des propositions. Président de la commission des arbitres, j'ai fait des propositions. Mais souffrez que je ne rentre pas dans certains détails qui sont, on a bien envie d'avoir quand même quelques qui sont détails. Quand même des détails assez intimes à notre fonctionnement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pour que les choses puissent avancer parce qu'il y avait certains blocages. Doit-on comprendre par blocage au niveau de votre commission que vous serez un peu contesté par certains de vos membres? Non, il n'y a aucune contestation, les choses se passent bien. Je parle de le blocage à un niveau entre deux collaborateurs. Et voilà, j'ai été obligé parce qu'on ne peut pas passer tout notre temps à régler des problèmes de personnes, il faut avancer. Et voilà, une décision s'imposait, c'est ce que j'ai dû faire. Vous savez que le public sportif ivoirien décrit énormément nos arbitres. Qu'est-ce que votre commission compte faire pour rehausser le niveau de nos arbitres et surtout redorer l'image? Il y a de très bons arbitres en Côte d'Ivoire. Et comme dans toutes les corporations, il y a du bon grain et il y a de l'ivraie. Et moi, mon rôle en tant que président de cette commission-là, c'est de traquer tous ceux qui ternissent, en guillemets, l'image des arbitres et de l'arbitrage ivoirien. Est-ce qu'un jour, dans le championnat ivoirien, on aura la VAR? Ça ne dépend pas de mon domaine de compétences, mais je serai le plus heureux un jour si nos arbitres sont aidés par cette nouvelle technologie-là. On a aujourd'hui des enceintes qui peuvent nous permettre de recevoir la VAR. J'ose espérer que dans un futur proche, on utilisera ces infrastructures-là et que la VAR accompagnera nos arbitres. Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Nasser Eddi, qu'est-ce que vous retenez justement de l'interview accordée par Bonaventure Kalou? Il s'est pas mal attardé quand même sur l'affaire Clément Kanouté, Natacha, dont on parlera sûrement un peu plus en profondeur tout à l'heure. Donc je retiens quand même qu'il prend du haut de ses fonctions assez de hauteur pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 jours quand même que l'incident s'est produit. On n'a toujours pas le résultat de la commission de discipline entre les mains de laquelle se trouve actuellement le dossier. On n'a toujours pas les sanctions prévues. Donc, ça veut dire que vraiment, on prend le temps d'essayer d'analyser de façon, on va dire, mature, calme et sérieuse cette affaire. Voilà, donc... 10 jours quand même, oui, quand même, c'est vrai. Ça fait un peu long quand même. C'est vrai, ça fait un peu long. Après, quand c'est parole contre parole, il faut creuser peut-être un peu plus pour pouvoir avoir des éléments plus factuels, voilà, pour pouvoir tirer des conclusions. Alors, Eric n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Non, absolument, on ne peut pas être d'accord avec ça, c'est pas possible. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, on a suspendu un arbitre parce qu'il a sifflé un pénalty. Et je me suis insurgé contre cela. Pourquoi? Parce que c'est... Un arbitre, tu se trompes sur un terrain, tu fais une erreur d'arbitrage, ça arrive pratiquement tout le temps. Mais il a été sanctionné immédiatement. Et déjà, ça avait fait jaser. Et là, on parle de quoi? On parle d'un arbitre, pour ne pas dire une arbitre, parce que ce n'est pas le genre qui emporte dans le sujet. Tu portes main, tu agresses un joueur. Déjà, dès qu'on sort de là, il faut que le président de la commission arbitrale s'insurge contre cet acte-là, déjà. Dénonce cet acte-là. C'est une agression. Mais jusque-là... Vous regrettez le silence de Bonaventure Kalou? On est même offusqué. On ne comprend pas. Parce qu'il y a une agression. C'est un acte. On ne peut pas tolérer qu'un arbitre agresse un joueur. Et on va faire 10 jours à tergiverser. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Justifier l'acte de l'arbitre? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Que le joueur soit mal comporté? Oui, ça arrive. Il mérite un carton rouge. On le sait. Mais qu'est-ce qu'on cherche à justifier? Pourquoi 10 jours alors qu'il y a eu agression? Il y a quoi? Il y a matière à réflexion là? En fait, je peux être d'accord sur le fait que publiquement, peut-être la fédération Bonaventure Kalou n'ait pas pondu de communiqué ou ne se soit pas exprimé sur l'acte, quoi qu'on dise, qui est condamnable de Mme Natacha. Natacha Conan, mais oui. Derrière, je pense que ce qui pourrait expliquer, j'essaie de donner des pistes, mais ce qui pourrait expliquer peut-être cette latence et ce temps mis, c'est que ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a un vide juridique au niveau des textes des arbitres lorsqu'il s'agit d'une agression d'un arbitre envers un joueur. Voilà, donc il y a un vide juridique à ce niveau et je pense qu'ils sont en train peut-être de fouiller dans la jurisprudence. Est-ce qu'il y a pu avoir quelque chose? Ou alors, à la fin, ils seront obligés de créer une jurisprudence par eux-mêmes. Non, il faut qu'on soit sérieux. Parce que là, on parle d'agression. Oui, mais c'est le texte quand même. On parle d'agression. Peu importe, même s'il y a meurtre, entre vous savez, mais... Il y a des textes, on est dans une société qui est régie par des textes. Oui, mais justement, il y a des tests. Il y a des tests. Oui, mais il y a un vide juridique à ce niveau. Non, là, je ne suis même pas d'accord. Il n'y a pas de vide juridique. Mais si, puisque les textes ne prévoient rien. Dans aucune activité au monde, on tolère une agression. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h, là. Oui, mais là, vous partez dans le côté pénal, Babou Eric. Dans le côté pénal, je suis d'accord, le joueur Kanouté Clément peut porter plainte à la justice auprès de Mme Natacha pour agression. Elle sera peut-être emprisonnée, amendée, etc. Mais au niveau de la sanction disciplinaire arbitrale, c'est de là où je veux parler, il y a un vide juridique. Non, je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il y a un vide juridique. Parce que si les textes ne prévoient rien. Non, justement, ce que vous dites là, quand un arbitre se trompe sur un terrain, il y a un règlement qui existe. Et même quand l'arbitre pose un acte agressif comme ça, il y a forcément un règlement pour juger l'arbitre. Non, il n'y a pas de vide juridique. Et 10 jours... Non. Là, on se retrouve dans une situation où on tergiverse. Mais je dis bien, même avant d'en arriver là, quand un acte pareil se pose, on a été prompt pour sanctionner un arbitre qui a sifflé une faute. Il peut se tromper, l'arbitre. Il a le droit. Il n'y a pas de VAR en plus. Il peut se tromper, on a été prompt à la sanctionner. Mais quand on parle d'agression, je pense qu'il faut être aussi très réactif. Il faut rassurer, il faut empêcher que ce genre de comportement-là continue. Parce que là, aujourd'hui, je salue le comportement des supporters de l'Africa. Ils ont été très calmes ce jour-là. Oui. Mais imaginez ce qui serait passé. Imaginez même qu'un autre joueur ait réagi sur le terrain. Imaginez un peu ce que ça allait donner. Non, on ne peut pas rester 10 jours à tergiverser sur de tels comportements. Il faut qu'il y ait une réaction vive et
immédiatement, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il doit faire. Quelle sanction cet arbitre-là doit avoir. Tout le monde l'attend et il faut qu'on ait une solution rapide. Bon, alors, rapidement, quelle serait la réaction idéale? Sanctionner le joueur de l'Africa ou l'arbitre, alors, finalement? Peut-être les deux, en même temps, voilà, parce que le joueur de l'Africa, il a été sanctionné. Il a été sanctionné, il a eu le carton rouge, il a été suspendu, il n'a pas joué face à Isca. Peut-être en fonction de la gravité ou pas de l'acte qui serait jugé par la commission de discipline, il pourrait voir sa sanction aggravée, avoir plus de matchs de suspension, etc. Ça, c'est possible. Et puis l'arbitre aussi, voilà, il va falloir la sanctionner, bien évidemment. Maintenant, on revient toujours à quelle ampleur sa sanction pourrait s'élever. Et c'est là où, puisque les textes ne prévoient rien, ben moi, je salue quand même le calme et le temps que l'on prend pour pouvoir bien analyser. Parce que quand on sanctionne de façon hâtive, quand on sanctionne de façon hâtive et précipitée, on se plaint. Et quand on prend le temps de bien analyser pour pouvoir prendre la meilleure décision possible, on se plaint encore. Bon, qu'est-ce qu'on veut à la fin? D'accord, allez, rapidement, ce sera le mot de la fin. Justement, tout à l'heure, il a demandé l'ampleur de la sanction. C'est la question que vous avez posée. Moi, je prends pour référence, l'arbitre, il s'est trompé quand il a sifflé penalty. Il a été suspendu pour toute la saison. Mais c'est pas le même type d'erreur. Pratiquement. Non. C'est même encore plus grave, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que Nasser minimise un peu l'acte qu'a posé l'arbitre. Du tout. Non, un arbitre, tu t'es trompé, tu as sifflé un penalty, ça arrive pratiquement tout le temps. Il a été sanctionné. Il a été sanctionné jusqu'à la fin de la saison. Il ne peut plus arbitrer. Son travail, il ne peut plus le faire. Mais quelle sanction aura un arbitre qui agresse un joueur? Peut-être une sanction. On a déjà le minimum au moins. Voilà. On a déjà le minimum. D'accord, très très bien. Bon, vous voyez que déjà ce débat suscite beaucoup d'émotions sur le plateau. Eh bien, c'est pour ça qu'on a voulu avoir votre avis concernant cette altercation entre le défenseur de l'Africa et l'arbitre. On vous a demandé cette semaine qui, selon vous, entre le joueur et l'arbitre, avait tort dans cette histoire. Eh bien, voici vos réponses dans le Fast-Cam de Marco Seri. Au niveau du football, il y a des règles et des normes. Alors nous devons tous suivre les règles. Et tant qu'un arbitre ou un joueur, autant les joueurs n'ont pas le droit de toucher aux arbitres, les arbitres aussi n'ont pas le droit de toucher aux joueurs. Se faire justice lui-même sur le terrain, c'est pas acceptable. L'arbitre n'a pas à se faire justice. Cette dame, elle était sur le terrain en tant qu'un arbitre de football. Elle n'était pas là en tant que femme. Donc le côté féminin, il faut qu'on essaye de l'enlever. Ça devient de la discrimination. Elle n'avait aucun droit de porter main à ses joueurs. Mais il ne faudrait pas interpréter simplement dans ce sens. On a vu premièrement qu'après la sanction, le joueur est venu tête à tête contre l'arbitre. Ça ne se fait pas. Il a dû manquer de maîtrise de soi. Il ne faut pas faire de complaisance. Il faut donner une leçon disciplinaire. Il ne faudrait pas que ça se répète encore. Moi, pour ma part, je pense que les deux doivent être sanctionnés. L'homme a procédé à la provocation et la femme a cédé à la provocation. Il est clair que toute dame aurait agi de la même manière à partir du moment où elle se sentirait agressée à travers une bise non souhaitée ou quoi que ce soit mais non souhaité. Je pense que toute dame aurait sorti une main et aurait fait une gifle aussi. Mais sur le terrain, pour moi, il y a du professionnalisme à voir et je pense que la dame aussi n'est pas en marge de la condamnation. Bon, ai-je besoin de vous poser la même question, messieurs? Ça va. Non, ça va. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. D'accord. Très bien. Bon, en tout cas, on attend les conclusions de cette enquête et que justice soit faite. C'est tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle. Alors, on va passer à autre chose, si vous le voulez bien. Comment les sportifs ivoiriens se sont comportés ce week-end hors du pays? La réponse dans le Thermopro avec Alex Payne et Marco Seri. Tennis, athlétisme et football sont les disciplines dans lesquelles les sportifs ivoiriens se sont illustrés ce week-end hors du pays. On passe tout de suite leur performance au peigne fin. Temps mitigé pour le tennis ivoirien. Eliakim Koulibaly a atteint dimanche la finale du tournoi mondial ITF Homme de Monastir en Tunisie. Malheureusement, le garçon de 21 ans s'est incliné en 2-7, 7-6, 6-3. 503e au classement ATP Homme, Eliakim totalise 15 victoires et 9 défaites en carrière. En athlétisme, le vent n'a pas soufflé dans la bonne direction pour Maboundou Koné. Déjà qualifiée pour les JO 2024, l'Ivoirienne a terminé samedi 6e
aux 100 mètres du MT Sac Relays de Los Angeles aux États-Unis avec un chrono de 11,37. Cette course s'inscrivait dans le cadre des préparatifs des JO 2024. Toujours samedi, Arthur Sisségué a réalisé un chrono de 10 secondes 48 au Kip Keino Classic Road Continental Tour Gold à Nairobi, au Kenya. Passons à la page football. Vendredi, Jérémy Boga et Evan Guessant ont scintillé comme les étoiles. Les deux Ivoiriens ont activement contribué à la victoire de l'OGC Nice face à l'Orient FC Nantes en Ligue 1. Cap sur la Turquie où Nicolas Pepe respire enfin de l'air pur. Après 3 matchs consécutifs sans marquer, le champion d'Afrique a retrouvé le chemin des filets samedi. Buteur avec Trabzonspor contre Kayserispor en Super League, il a mené les siens vers une victoire 2-1. Direction l'Italie où Christian Kwame. Le champion d'Afrique Karim Konaté a aussi brillé en Autriche. Samedi, l'attaquant du RB Salzbourg s'est offert un doublé SK Austria en championnat. Victoire 4-2. Enfin, Habib Maïga vit de beaux jours en Hongrie. L'international ivoirien est sacré champion du Hongrie avec son club de Ferencváros. Un nouveau titre dans sa carrière après la CAN Cadet 2013 et le championnat français de 2e division. Et on va passer à vos top flows de ce soir, vos tops et vos flops. Ouais, en abrégé, vos top flows. Je vous écoute, Nasser. Oui, en top, Karim Konaté. Non, il dit tantôt. Anto. Voilà, s'il vous plaît. Salut à Stéphane Zino. Anto, donc Karim Konaté, auteur d'un doublé en Bundesliga autrichienne. Il est meilleur buteur en Bundesliga autrichienne avec 13 buts. Et il est tout simplement, avec Guy Stéphane Bédi du FC San Pedro, le meilleur buteur ivoirien, tout championnat d'élite au monde confondu, avec 13 buts, donc tous les deux. Voilà. Championnat d'élite, donc première division. Voilà. Et puis en flop... En flop? En flot. Jean-Philippe Crasso. J'ai mis Jean-Philippe Crasso en flot parce que dans ce merveilleux week-end des attaquants ivoiriens, on a vu les buts de Nicolas Pepe, de Konaté, Karim et tout ça. Malheureusement, il a manqué une belle occasion de se faire remarquer à l'occasion du match le plus suivi dans son championnat, donc le derby de Belgrade entre l'Étoile Rouge et le Partizan. Il était remplaçant, il est entré à la 91e minute dans les arrêts de jeu. Il a pris un carton jaune 1 minute plus tôt. Son équipe s'est finalement imposée à la dernière seconde sur un penalty auquel malheureusement il n'a pas participé ni à l'obtention ni à la concrétisation. Donc voilà, c'est dommage. C'est votre flop, oui. D'accord, très bien. Eric, une question pour vous. Allez, le taux. Le taux, alors j'ai voulu faire un petit coucou à ce joueur qui est pour beaucoup dans le résultat de l'Africa actuellement, le Messi de l'Africa Sport. Voilà, c'est un joueur pétri de talent qui porte vraiment l'équipe de l'Africa. Donc j'ai tenu pour moi à le saluer et en même temps porter un regard sur ces jeunes qui sont en 2e division, qui se battent aussi, qui ne sont pas forcément à la lumière. Voilà, mais ce garçon-là, Messi, Ange, il apporte énormément à l'équipe de l'Africa. J'ai voulu le prendre comme mon taux. Voilà. Maintenant, pour mon flow, j'ai pensé à Sangaré Ibrahim, voilà, qui est un joueur pétri de talent que j'aime beaucoup, qui a pendant un moment été l'un des meilleurs buteurs, malgré son positionnement de l'équipe nationale. Et depuis un moment, depuis la CAN, c'est un joueur qui plonge en club, il commence aussi à payer cash. Et il se retrouve relégué sur le banc. Voilà, pour moi, c'est aussi un moyen pour moi de l'encourager, pour dire que la Côte d'Ivoire a besoin de lui à son meilleur niveau. D'accord, très bien. Allez, marquons une nouvelle pause. Juste après, un doc basket avec notre légende Stéphane Konaté. On va suivre un petit peu et vous expliquer sa reconversion. Et puis on finira avec NCI Sport News. Allez, on revient dans quelques instants. Eh bien, c'est déjà la 3e et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Ouais, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Et là, tout de suite, nous avons un super doc à vous proposer. La légende ivoirienne du basketball, Stéphane Konaté, est désormais head coach de la formation de Hypersonics Abidjan. Moins d'1 an après avoir rangé ses baskets, il a entamé sa reconversion. Stéphane Konaté, du banc au parquet, eh bien, c'est un sujet d'Armel Yao et de Marco Seri. Moins d'1 an après avoir rangé les baskets, Stéphane Konaté est de retour. Mais cette fois, avec la casquette de head coach. L'ancien capitaine des éléphants basketteurs
est aujourd'hui l'entraîneur principal des universitaires de Hypersonic Basket Club d'Abidjan. NCI Sport vous plonge dans la nouvelle vie de l'ancien capitaine de la sélection nationale. La Coupe du Monde allait être ma dernière compétition avec l'équipe nationale. Et j'y suis pas. Je considère que mon aventure avec l'équipe nationale est terminée. Après avoir annoncé sa retraite internationale, Stéphane Konaté met un terme à sa carrière de basketteur au lendemain de l'élimination des Fighters à la qualification de la Basketball Africa League 2024. Nous sommes en novembre 2023. 4 mois plus tard, la légende ivoirienne se retrouve sur le banc de l'équipe de HBUC en tant que head coach. J'ai toujours été entraîneur dans l'âme. Je pense qu'après 20 ans, 22 ans d'expérience, le fait de diriger et d'entraîner vient de manière naturelle. À la vérité, Stéphane Konaté avait déjà affûté ses armes alors qu'il était encore en activité. J'ai attendu à ce que FIBA Afrique programme le diplôme d'entraîneur pour la Côte d'Ivoire. Donc ça fait 5-6 ans déjà. Et j'ai postulé, j'ai été retenu, j'ai passé les examens et j'ai eu mon diplôme. Sa carrière terminée, il décide de faire le grand bond avec la formation de Hypersonic, une équipe qui avait déjà sollicité son expertise alors qu'il était encore en activité. On allait sur un projet un peu novateur en Côte d'Ivoire. On voulait être un club de l'élite, mais avec une approche différente. On a choisi de travailler avec les jeunes Ivoiriens et ces joueurs-là ont progressé. Ils sont arrivés à une phase où il fallait qu'on les transforme en de vrais compétiteurs. Et pour nous, la personne en Côte d'Ivoire qui était à même de leur donner cette culture basketball et les aider à grandir en tant qu'hommes et puis faire rêver un peu les jeunes, naturellement, c'était M. Stéphane Konaté. Désormais sur le banc à donner de la voix et des consignes, Konaté n'est pas en terrain inconnu. Il sait où il a mis les pieds. Il sait ce qu'il attend. J'étais déjà entraîneur des moins de 13 ans. Il y a 5 ans aussi, j'ai été entraîneur des moins de 16 ans. 13 ans, pardon. Plusieurs entraîneurs, même étrangers, m'ont conseillé d'être entraîneur parce qu'ils voyaient en moi l'âme d'un très bon entraîneur. Comme c'était le cas pendant ses années de basketteur, l'ancien capitaine des éléphants prend plaisir à partager son savoir du basketball. Ses sensations en tant que technicien, il nous les dévoile. C'est un plaisir pour moi d'entraîner. Je prends plaisir à faire ça. Je commence à sentir que les enfants prennent plaisir à jouer. Ils prennent plaisir à réfléchir pour trouver de très bonnes solutions pour ce qui est posé comme problème devant eux. Ça déjà me suffit. Parce que tu les amènes à faire autre chose. Et en faisant ça, ils prennent plaisir à jouer, ils prennent plaisir à gagner, même ils prennent plaisir à perdre. Parce que derrière, ils ont un enseignement qui va leur permettre de gagner le prochain match. Quand il était joueur, Stéphane Konaté était l'idole de ses poulains. J'ai grandi en regardant Stéphane Konaté. Il partage avec nous son expérience et il nous permet de progresser au jour le jour. Il nous apporte beaucoup, autant sur le terrain comme dans la vie. Il nous donne beaucoup de conseils. On est vraiment heureux de l'avoir auprès de nous. Plus qu'un coach, c'est un grand frère, c'est un mentor. Étant coach, il nous transmet ses aptitudes à pouvoir pénétrer dans un match, à pouvoir donner le meilleur de nous. Même si on n'a pas les capacités nécessaires, mais en équipe, pouvoir donner le meilleur de nous et montrer la faiblesse de notre adversaire. Pour ses débuts en tant que head coach, les choses se déroulent plutôt bien. Le bilan est là, 8 matchs, 6 victoires. Les résultats parlent pour lui, hein. Mercredi 17 avril, Palais des Sports. Nous sommes témoins de la nouvelle saga Stéphane Konaté. Ce soir, son équipe de HBUC affronte Azur dans le cadre de la 10e journée de la Ligue d'Or. Courez, prenez le rebond, courez. Si vous voyez que c'est bizarre en attaque sur la télévision offensive, laissez-les courir, faites l'effort pour revenir. Puis on organise. Allez, bon match. Après une première période en demi-teinte, HBUC est mené 30 à 39. Stéphane Konaté donne de la voix. Vous êtes indiscipliné, ce qui fait qu'il nous mène. Il n'y a rien d'autre, hein? Vous êtes indiscipliné. Les consignes du coach portent des fruits. Son équipe s'impose au final sur le score de 79-65. C'était un peu difficile au début parce qu'on n'arrivait pas à cerner un peu ce que
l'adversaire nous proposait en défense. Mais après, les enfants ont compris qu'il fallait juste défendre et courir avec le ballon. C'est ce qu'on a fait. Ça s'est très bien passé. Pour renverser les situations compliquées, Stéphane a une recette bien à lui. Ses joueurs nous la révèlent. C'est le basket intelligent. Il n'est pas trop autoritaire. Il sait à quel moment il faut être dur et il sait à quel moment il faut jouer technique. Pour les amoureux de la balle au panier, cette reconversion de Stéphane Konaté est une aubaine pour le développement du basketball ivoirien. C'est une belle initiative à encourager, à faire en sorte que les anciens aussi reviennent au basket, que ce soit comme coach ou comme dirigeant. Ça me fait plaisir de voir Konaté Stéphane aujourd'hui à la tête d'une équipe HBIC. Nous sommes aussi fiers de savoir qu'il va pouvoir transmettre cette expérience-là à cette jeune équipe de HBIC. Et on le voit sur le travail qui est fait, sur les résultats qui sont faits. Malgré une belle entame de saison avec ses poulains, Stéphane Konaté garde les pieds sur terre. Notre but, ce n'est pas de faire un one-shot, de venir faire la première phase de saison, éblouir tout le monde, et puis à la deuxième phase, flancher. Non. Notre programmation et notre planification fait que je pense qu'on va essayer de progresser jusqu'au play-off, pour être au top au play-off. Donc c'est ça notre objectif. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance. Voilà, en lançant le sujet, j'avais dit Stéphane Konaté du banc au parquet. Ouais, mais parce que, en fait, on a envie de le voir revenir sur les parquets. Donc, je pense que ça a été un petit lapsus révélateur. Exactement. En tout cas, très, très beau sujet. Messieurs, bon, est-ce que cette reconversion de Stéphane Konaté vous semble logique? Oui, on va dire logique. C'était un grand basketteur. C'est normal qu'il puisse transmettre cela à ses jeunes frères. Et puis, vous savez, l'économie du sport, il y a beaucoup d'activités. Lui, il a décidé d'être entraîneur. Il y a d'autres qui décident d'être dirigeants. Il y a d'autres qui décident d'avoir des centres de formation. Il y a d'autres comme nous qui sommes aujourd'hui, qui avons la chance d'être consultants. Voilà, donc chacun essaie de transmettre selon ses goûts et ses envies. Et bravo à lui, belle reconversion. On sent qu'il apporte quelque chose à ces jeunes-là. Oui, mais il y était prédestiné et il a dit lui-même à maintes reprises. Et de toute façon, il a commencé sa reconversion bien avant la fin de sa carrière, ce qui explique ce switch très rapide en moins de 4 mois, comme ça, passer des parquets au banc. Pour vous rectifier un peu. Mais bon, c'est mérité pour lui et bon vent. Et il est sûr de bons temps de passage également avec ses résultats. Et voilà, on lui souhaite beaucoup de succès. Allez, les autres infos de l'actualité sportive avec Armel Yao et Moon, c'est dans NCI Sport News. Un petit tour d'horizon pour faire le point de l'actualité sportive. Football, les hommes de faille. La Fédération ivoirienne de football a officialisé les membres du staff technique des éléphants. En plus des adjoints Guy Demel et Alain Guaméné, l'on note les arrivées dans la team de l'ex-international Gérard Nianwa en tant que préparateur des gardiens, du Marocain Sami Ramba, qui sera le préparateur physique, du Français Jérémy Antonio comme analyste vidéo. Le sélectionneur national Emerse Faé a côtoyé ces deux derniers respectivement à l'OGC Nice et à Clermont Foot. Tournoi UFOAB. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires. La Côte d'Ivoire affrontera le Ghana, pays hôte, et le Bénin, dans la poule A lors du tournoi de l'UFOAB. C'est le résultat du tirage au sort effectué vendredi au siège de la Fédération ivoirienne de football. Le Burkina Faso, le Nigeria, le Togo et le Niger héritent de la poule B. Cette compétition qualificative pour la CAN U17 est prévue du 15 au 28 mai 2024 à Accra. Les deux finalistes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN U17 prévue en 2025. Arbitrage. L'AMAFSI distingue Natacha Akissi. Sous le feu des projecteurs la semaine dernière, après son coup de sang sur un joueur de l'Africa Sport, Natacha Akissi-Conan a été tout de même primée. Vendredi, elle a reçu le prix du mérite sportif décerné par l'Amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. 3 autres arbitres internationaux, notamment Nouo Ouattara, Khalilou Traoré et Herman Ngoadou, ont aussi été distingués. Notons qu'un vibrant hommage a été rendu aux anciens arbitres Agathe Atakou, Bamba Doumbia, Kwaku Ndri, Sanko Zeli et Nomandiez Doué. Rugby, la sélection U12 en argent. L'équipe nationale U12 de Côte d'Ivoire a accroché la médaille d'argent au tournoi international Sainte-Devote à Monaco. Les Éléphantos se sont inclinés en finale face à la Hollande, 0-3.
Un parcours remarquable pour une première participation sur la scène internationale. Athlétisme, 52 médailles pour la Côte d'Ivoire. Bonne moisson pour les éléphants espoirs. 52, c'est le nombre de médailles récoltées par la Côte d'Ivoire lors de la 2e édition du championnat espoir des 5 nations d'athlétisme disputé samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. 11 médailles en or, 17 en argent et 24 en bronze. Les espoirs ivoiriens terminent 2e devant le Ghana. C'est le Burkina Faso qui a remporté cette compétition avec 62 médailles glanées. Bon, et je sais, Eric Babou, que vous avez envie de réagir sur cette news. L'arbitre Natacha, qui a été distinguée par la MAFSI. Et je vous ai vu sauter de votre chaise. Oui, je suis sidéré. Je suis sidéré parce que sous d'autres cieux, on allait sur soi à cette nomination-là. Carrément, pour ne pas dire à ce trophée-là. Même si c'était prévu de longue date, mais avec ce qui vient de se passer, je pense que le timing n'est pas bon du tout. Quel est le message que la MAFSI fait passer en faisant cela? Non, le timing n'est pas bon et je suis vraiment sidéré. Je pense qu'ils se sont trompés et eux-mêmes, ils n'ont même pas eu la décence de faire un communiqué pour excuser au moins, ne serait-ce que ça, l'acte de cette personne qui fait partie de leur corporation. Et en plus, pour narguer tout le monde, ils viennent décerner un trophée. Je pense que c'est trop fort. D'accord. Bon. Eh bien voilà. Allez, on en a fini avec l'émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Merci Nasser Eddy. Merci. Babou Eric. Prochain rendez-vous sport, c'est ce samedi dans Weekend Foot avec Malik Traoré et ses consultants. L'affiche Manchester United face à Burnley. Et ce sera à suivre à partir de 13h15 sur NCI. Et moi, demain matin, je vous donne rendez-vous dans le Crazy Morning sur Nostalgie. Ouais, comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 6h à 10h. Excellente semaine à tous et à lundi prochain. Bye bye.